Oui ou non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'électrochimie. Pour introduire cette vidéo, observons la photo suivante d'un smartphone en train de se recharger. Et posons-nous la question suivante: que se passe-t-il d'un point de vue physico-chimique lorsque l'on charge son smartphone? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord faire des rappels sur les réactions d'oxydoréduction. Ensuite, nous verrons le principe d'une pile et enfin le principe d'un électrolyseur. Quelle est l'espèce chimique échangée au cours d'une réaction acido-basique? Pour répondre à cette question, nous allons prendre l'exemple de la réaction entre l'acide tanoïque et l'eau. Donc je vous écris d'abord la demi-équation correspondant au couple acide tanoïque, ion éthanoate. Elle va réagir avec la base du couple ion-oxonium, eau. Et donc vous voyez qu'est-ce qui va être échangé entre l'acide de ce couple-là et la base de notre couple, c'est un ion hydrogène H+. Donc si j'écris ici l'équation correspondant aux deux demi-équations, on a bien l'acide tanoïque qui réagit avec l'eau pour former l'ion éthanoate et l'ion oxonium. On a bien un échange de protons, noté H+, donc ce sont des protons ou des ions hydrogènes, lorsqu'il y a une réaction acido-basique. Maintenant, nous allons faire le parallèle avec les réactions d'oxydoréduction. On va chercher quelle est l'espèce chimique qui est échangée au cours d'une réaction d'oxydoréduction. Pour ça, on va prendre l'exemple de la réaction entre le métal zinc et les ions cuivre. D'abord, je vous écris la demi-équation qui correspond à une oxydation du métal zinc qui donne naissance à un ion Zn2+, et qui libère 2 électrons. Et voici donc maintenant la demi-équation l'ion cuivre qui va capter 2 électrons pour donner naissance au métal cuivre. Donc là, nous allons faire une réduction. Donc si je fais la somme de ces deux demi-équations, nous obtenons ainsi l'ion Cu2+ qui réagit avec le métal zinc pour former le métal cuivre et les ions Zn2+. Donc vous voyez, contrairement aux réactions acido-basiques où il y avait un échange de protons, ici on va avoir un échange d'électrons au cours d'une réaction d'oxydoréduction. Comment écrire une demi-équation d'un couple oxydant-réducteur? Alors là, je vous fais apparaître l'écriture générale d'un couple oxydant-réducteur, et notamment c'est ce qu'on écrit lorsqu'on a le cas simple où l'oxydant que vous voyez ici à gauche est un ion métallique, par exemple Cu2+. Cet oxydant va réagir avec ce nombre d'électrons pour former le métal correspondant. Par exemple, ce serait le métal cuivre pour le couple Cu2+Cu. Maintenant, nous allons expliquer la méthode pour équilibrer la demi-équation d'un couple oxrède plus compliqué que le cas ion métallique métal. Et cette méthode s'applique en milieu acide. Pour expliquer cette méthode, je vais prendre l'exemple d'un couple relativement compliqué. C'est le couple ion dichromate, Cr2, ces deux moins là, avec l'ion chromate Cr3+ ici. Tout d'abord, j'écris la demi-équation en respectant, j'ai écrit ici, c'est-à-dire l'oxydant qui est ici l'ion dichromate, je le mets à gauche, égale l'ion chromate ici. Donc j'aurai ce nombre d'électrons qui vont apparaître ici au fur et à mesure que je vais équilibrer cette demi-équation. La méthode, c'est la suivante qu'il faut respecter scrupuleusement. La première étape va consister à équilibrer les éléments autres que hydrogène et oxygène. Donc ici, en fait, c'est l'élément chrome. Vous voyez ici, là il y en a 2, là il n'y en a qu'un. Donc pour équilibrer, je vais rajouter un coefficient stoichiométrique 2 ici devant l'ion chromate. Deuxième étape, je vais équilibrer les éléments oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Vous voyez qu'à gauche, j'ai 7 oxygènes, donc je vais rajouter 7 molécules d'eau. Ensuite, troisième étape, je vais équilibrer les éléments hydrogène en ajoutant H+. Le fait qu'ici, j'ai ajouté 7 molécules d'eau, donc je vais devoir ici rajouter 14, 2 fois 7, 14 ions H+. Et enfin, je vais équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Les électrons, logiquement, on devrait les retrouver ici. Donc je vais d'abord compter quelle est la charge à droite de ma demi-équation. Donc j'ai 2 fois 3+, donc 6+. Ici j'ai 14+, moins 2, donc ça fait 12+. Et donc je vais rajouter 6 charges négatives, donc 6 électrons, pour équilibrer. J'aurai bien donc 6+ là et 6+ ici. Alors une remarque là, comme on l'avait mis ici, on a équilibré cette demi-équation en milieu acide. Imaginons maintenant que je me place en milieu basique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire cette demi-équation en milieu basique? On va rajouter des ions hydroxyde HO- pour en fait annuler les ions H+. Donc là, je vais devoir ajouter 14 ions hydroxyde. Ainsi, ça va se transformer en 14 molécules d'eau. Et ici, j'aurai 14 HO-. Alors les 14 molécules d'eau vont simplifier avec les 7 molécules d'eau ici. Donc il ne va plus me rester 7 molécules d'eau. Donc voici la demi-équation écrite en milieu basique, équilibrée en milieu basique. Donc là j'ai 7 H2O et là j'ai 14 ions hydroxyde.
Quel est le principe d'une pile? Pour répondre à cette question, je vais reprendre l'exemple de la réaction entre le métal zinc et les ions cuivre. Pour cela, imaginons que l'on trempe une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre. On laisse agir et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'on va observer? Alors la solution de sulfate de cuivre a cette coloration bleue et cette coloration bleue va disparaître, donc mettant en évidence la consommation des ions Cu2+. Et sur la lame de zinc, on va voir apparaître une couche de matière solide de couleur rouge foncé qui est caractéristique du cuivre. Donc au global, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la réaction suivante. Les ions Cu2+ ont réagi avec le métal zinc pour former le métal cuivre et les ions Zn2+. Et maintenant, imaginons que l'on puisse zoomer à la surface de la lame de zinc et voici ce que l'on verrait. Ici, vous avez la lame de zinc avec les atomes de zinc et ces atomes de zinc vont se transformer en ions Zn2+ en libérant 2 électrons. Et ces électrons vont se fixer sur les ions Cu2+ pour former le métal. Cet échange d'électrons se fait de proche en proche au contact entre les deux réactifs, donc le métal zinc et les ions C et les ions Cu2+. Pour réaliser une pile, ce que l'on va devoir faire, c'est faire circuler ces électrons en dehors de la solution aqueuse, dans des fils métalliques, et ainsi on va réaliser une pile. C'est ce que l'on va voir juste après. Que doit-on faire pour faire circuler les électrons dans un circuit électrique? Il faut faire deux choses. D'abord, on va devoir séparer les deux réactifs qui étaient présents dans le milieu aqueux au préalable. Et deuxième chose, on va forcer les électrons à circuler dans un fil métallique qui va relier les deux électrodes. Donc voici le schéma de principe de la pile étudiée. Donc on retrouve bien nos deux réactifs. Ici le métal zinc qui va constituer une électrode. Et là les ions Cu2+ dans cette solution-là. Donc les deux réactifs sont bien séparés. Ils ne sont plus en contact dans un milieu aqueux. Ensuite, la deuxième électrode, vous voyez là, va être constituée d'une lame de cuivre. Et ici, on retrouvera aussi des ions Zn2+. Alors, les deux réactions qui ont lieu dans chaque, on appelle ça des demi-piles, dans chaque demi-pile. Ici, c'est bien l'oxydation des ions Zn, donc le métal qui devient l'ion Zn2+. Et ici, on a la réduction des ions cuivre qui passe de la forme d'ion cuivre au métal cuivre. Les deux électrodes qui sont ici portent des noms en fonction de la nature de la réaction qui a lieu. Ici, nous avons une oxydation. Donc cette électrode va s'appeler l'anode. Ici, nous avons une réduction et cette électrode va s'appeler la cathode. Alors, un moyen mémotechnique pour le retenir, vous voyez en fait, là, il y a une voyelle, le O, et là aussi une voyelle, le A. Donc, chaque fois qu'on a une voyelle, donc oxydation, anode. Et là, nous avons une consonne, R et C ici. Donc, consonne, consonne, réduction, cathode. Là, nous allons voir que les électrons vont circuler donc de la lame de zinc à la lame de cuivre, c'est ce qu'on fait apparaître ici en vert, et donc forcément le sens conventionnel du courant étant opposé au sens de déplacement des électrons, donc le courant va se déplacer, va se symboliser par une flèche ici, avec l'intensité qui circule de cette borne-là à cette borne-là. Donc comment en déduire ici la nature des pôles? Le courant circule de la borne plus à la borne moins, donc ici nous avons le pôle plus, pôle positif, et là le pôle négatif sur la lame de zinc. Alors pour finir, nous allons parler de ce que vous voyez apparaître ici, on appelle ça un pont salin. Alors ce pont salin, il a deux rôles. D'abord, c'est de fermer le circuit électrique. En effet, cette pile donc présente un circuit électrique avec ici dans les conducteurs métalliques donc une circulation d'électrons. Et dans la solution aqueuse, donc vous en avez une ici, une là, et une troisième qui est contenue dans ce pont salin qui est constitué d'ions K+, potassium, et d'ions Cl-, chlorure. Dans cette solution aqueuse, ce sont les ions qui se déplacent. Et le deuxième rôle du pont salin, c'est de permettre de maintenir l'électroneutralité des deux solutions. En effet, ici, on va produire des ions Zn2+. Donc si on ne faisait rien, en fait, on aurait une solution qui deviendrait positive. Alors ça, c'est pas possible. Donc les ions Cl- vont se déverser ici de manière à maintenir l'électroneutralité de la solution. Et de la même façon, ici, on consomme des ions Cu2+. Donc là, ce sont les ions potassium qui vont venir se déverser ici pour compenser cette perte d'ions Cu2+. Comment étudier une pile? Nous allons voir deux études. Tout d'abord, l'étude chimique, puis nous verrons l'étude électrique. Nous reprenons l'exemple de notre pile Daniel. Pile Daniel, c'est la pile qu'on vient de voir juste avant. Avec à l'anode, vous vous rappelez, donc c'est là où il y a eu l'oxydation du métal zinc, Zn donne Zn2+, plus d'électrons, et à la cathode, la réduction, donc les ions Cu2+, gagnent 2 électrons et forment le métal cuivre. Donc si l'on somme ces deux demi-équations, on obtient Cu2+, plus Zn donne Cu plus Zn+. Donc voici la réaction chimique qui va avoir lieu dans notre pile. Nous allons maintenant faire le bilan des quantités de matière en présence pour les deux réactifs. Donc imaginons que notre solution de sulfate de cuivre comprenne un volume de 200 ml
concentré en Cu2+, à 1,5 mol par litre. Donc la quantité de matière d'ion Cu2+, c'est le produit de la concentration fois le volume. Donc on obtient ici 0,30 mol. Et la lame de zinc, imaginons qu'elle pèse 32,5 grammes, qu'elle soit entièrement immergée dans la solution, donc qui potentiellement peut entièrement réagir. On donne ici la masse molaire du zinc. Et donc la quantité de matière correspondante, c'est la masse que divise la masse molaire, donc on obtient ici 0,50 mol. Donc maintenant nous allons réaliser le tableau d'avancement correspondant à cette réaction là, avec donc ici notre équation, l'avancement et l'état. Donc l'état, on commence par l'état initial, l'avancement par définition il est nul, les quantités de matière respectives de deux réactifs on les a calculées juste avant, donc 0,30 pour les ions Cu2+, 0,50 pour le métal zinc, et là, contrairement aux réactions qu'on a vues jusqu'à maintenant, le cuivre et le zinc et les ions Zn2+, sont présents. Donc je vais appeler N0 la quantité initiale de cuivre et N0' la quantité initiale d'ions Zn2+. À l'état intermédiaire, donc l'avancement, on l'appelle X. Donc on a pour les ions Cu2+, 0,30 moins X, pour le métal zinc 0,50 moins X, pour le métal cuivre N0 plus X, pour les ions N2+, NO' plus X. À l'état final, donc l'avancement, c'est l'avancement final, et donc on en déduit qu'il vaut 0,3. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est les ions Cu2+, qui vont s'épuiser en premier, puisque lorsqu'on fait 0,30 moins 30, on aura 0, et ici on aura 0,20. Donc l'avancement final, c'est 0,30. C'est pourquoi ici on aura 0, ici 0,20, là N0 plus 0,30, N0' plus 0,30. Alors, la dernière question qu'on va se poser, c'est quelle est la quantité de matière d'électrons qui va être produite à la fin de la réaction. Ça va être lié donc à cet avancement final, mais il faut voir que ici on a mis en jeu deux électrons. Vous voyez, pour équilibrer les deux demi-équations, la quantité de matière d'électrons produite, ça sera égal à ce nombre d'électrons qui est échangé fois l'avancement final. Donc ici concrètement, ça nous fait 2 fois 0,3, 0,6 mol de quantité de matière d'électrons qui ont été produites lorsqu'on a épuisé le réactif, donc ici les ions Cu2+. Passons à l'étude électrique. Et posons-nous la question suivante, quelle est la charge électrique positive ΔQ produite par la pile? Tout d'abord, nous allons rappeler la valeur absolue de la charge d'un électron, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire, 1,60 10-19 coulombs. Chaque électron va pouvoir transporter cette charge électrique-là. Maintenant, si je veux exprimer la charge d'une mole d'électrons, il suffit de multiplier la charge élémentaire, donc le E, par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire la quantité d'électrons correspondant à une mole d'électrons. Et on obtient, si on fait cette opération, la valeur de 96 500 coulombs. Alors cette valeur s'appelle, porte un nom particulier, on appelle ça la constante de Faraday. Donc, dit autrement, c'est la charge d'une mole d'électrons. Lorsqu'il y a n mol d'électrons qui sont échangés dans une pile, en fait, la charge va être exprimée ainsi, on note ΔQ, c'est le nombre d'électrons échangés fois la quantité de matière d'électrons échangés fois la constante de Faraday. Maintenant, nous allons relier donc la charge électrique ΔQ exprimée au-dessus à l'intensité électrique produite par la pile. Pour cela, on va définir l'intensité électrique et on le définit ainsi en disant que c'est un débit de charge électrique. Donc voici la définition rigoureuse d'une intensité, c'est la dérivée de la charge électrique par rapport au temps. Or ici, on va faire une hypothèse, on va considérer que l'intensité est une constante. En physique, de manière générale, on note petit i, une grandeur qui varie au cours du temps. Et si elle est constante, on note i majuscule. Dans ce cas-là, lorsque i est constante, on peut faire l'approximation de la dérivée par une variation de la charge divisée par une variation du temps. Donc le d, sont des variations infinitésimales, et le delta, c'est une variation finie. Ainsi, je vais pouvoir relier la charge électrique produite par la pile à l'intensité en disant que ΔQ, c'est I fois ΔT. ΔT sera la durée de fonctionnement de la pile. Et ainsi, je vais pouvoir relier mes deux égalités que l'on a exprimées ici. Donc ΔQ, la charge électrique produite par la pile, qui s'exprime en coulombs, c'est la quantité de matière d'électrons fois la constante de Faraday. Et ça, si vous voulez, c'est la définition d'un point de vue chimique. Et d'un point de vue électrique, on peut dire que c'est l'intensité, exprimée en ampères, fois la durée de fonctionnement de la pile, exprimée en secondes. À quelle grandeur correspond le 2600 mAh que vous voyez apparaître ici cette pile rechargeable? En fait, il s'agit de la charge électrique qu'on vient de voir juste avant, ou parfois qu'on appelle aussi la capacité d'une pile. Pour convertir donc, nos milliampères-heure en coulombs, on va reprendre la définition donc, de la charge électrique.
qui est l'intensité fois la durée. L'intensité c'est en ampères et la durée en secondes. Et ainsi on obtient une charge électrique en coulomb. Dit autrement, un coulomb peut être défini par 1 ampère fois 1 seconde. Donc si maintenant je l'exprime en milliampères-heure, en fait je vais remplacer les ampères par 1 milliampère, donc ça fait 1 10 moins 3, et 1 heure par 3600 coulombs. Donc dit autrement, 1 milliampère-heure c'est 3,6 coulombs, l'opération 3600 fois 1 10 moins 3. Donc là il suffit juste de multiplier la grandeur exprimée en milliampères-heure par 3,6 pour la convertir en coulomb, et ça nous fait ici 9360 coulombs. Maintenant nous allons voir quelle est l'expression de l'énergie électrique stockée dans une pile. Alors tout le monde se rappelle que la variation d'énergie c'est la puissance fois la durée. En électricité, la puissance s'exprime ainsi, c'est le produit de la tension fois l'intensité. Donc je vais apparaître ici ce produit, et là ça me fait apparaître donc la charge électrique avec le mot I delta T. Donc ce que je peux dire c'est que l'énergie électrique stockée dans une pile, c'est la tension au pont de la pile fois sa charge électrique. Donc voilà la relation qu'il faut retenir, delta E égale U fois delta Q. Donc delta E sera en joules, U en volts et delta Q en coulombs. Quelle est la différence entre une pile et un électrolyseur? Dans une pile, la réaction d'oxyde de réduction est spontanée et elle permet de faire ainsi circuler des électrons dans des fils métalliques. Donc ici je vous ai remis le schéma de principe de la pile Daniel. Par contre, dans un électrolyseur, on va utiliser un générateur électrique qui va forcer la réaction d'oxyde de réduction dans le sens inverse. Donc ici, vous voyez, je reprends les mêmes réactifs, donc le zinc et le cuivre. Cette fois-ci, ils ne sont plus séparés, ils sont en contact dans le milieu aqueux. Et vous voyez, j'ai remplacé ma charge électrique par un générateur électrique. Et je l'ai positionné de telle sorte que vous voyez que le sens conventionnel du courant sera dans le sens inverse qui était celui de la pile Daniel ici. Ainsi, je vais pouvoir décrire les réactions qui vont avoir lieu. Je fais apparaître ici le sens déplacement des électrons, qui est le sens opposé au sens conventionnel du courant. Sur la lame de zinc vont arriver les électrons. Donc là, nous allons avoir une réduction qui va avoir lieu. L'ion Zn va réagir avec les électrons pour former le métal zinc. Donc on aura ici la cathode, puisque la réduction a lieu. Par contre, sur le cuivre, il va y avoir une oxydation, puisque ça va libérer des électrons. Donc le métal cuivre va donner l'ion Cu2+, plus d'électrons. Donc là, nous avons une oxydation, donc nous allons appeler cette lame de cuivre l'anode. Et vous voyez, entre la pile et l'électrolyseur, en fait, le nom des électrodes a changé parce que le type de réaction qui a lieu au niveau de ces électrodes a changé aussi. Quelles sont les applications de l'électrolyse? Nous allons en avoir deux. La première, c'est ce qu'on appelle l'électrodéposition. Donc ça consiste à faire un dépôt d'une fine couche de métal sur un autre objet. Donc ici dans l'exemple, donc l'objet c'est une cuillère, on va considérer qu'elle est en fer, et on va y appliquer une fine couche de métal d'argent. Donc pour cela, on va disposer ici d'une électrode en argent et on va forcer, grâce à un générateur électrique, la circulation des électrons de la lame d'argent vers la cuillère. Donc là vous avez la circulation au sens conventionnel du courant et la circulation des électrons. Donc au niveau de la lame d'argent, nous allons avoir une oxydation, c'est-à-dire que le métal va donner naissance aux ions Ag+, et libérer un électron. L'électron va circuler ainsi et arriver ici au niveau de la cuillère, et cette cuillère donc va avoir lieu la réaction de réduction, c'est-à-dire les ions argent vont réagir avec l'électron et former le métal argent. Ainsi, on aura un dépôt d'argent au niveau de cette cuillère. Deuxième application, c'est la production de dihydrogène. Pour cela, on va faire cette fois-ci l'électrolyse de l'eau. Alors si on met de l'eau pure, ça va moins bien marcher. On ajoute toujours ce qu'on appelle un électrolyte. Donc ici, ça va être l'acide sulfurique. Et on va utiliser cette fois-ci 2 électrodes de platine. Alors le platine, c'est un métaux très noble qui ne s'oxyde jamais. Donc c'est une électrode, si vous voulez, neutre. Ça va être juste l'endroit où vont avoir lieu nos deux réactions, donc oxydation et réduction. Un générateur électrique va forcer le courant à circuler, donc sens conventionnel du courant ici, et les électrons vont être pris de cette électrode-là et arriver à cette électrode-là. Donc sur l'électrode qui produit les électrons, va avoir lieu donc l'oxydation. Donc c'est l'eau qui va former du dioxygène et des ions H+, et donc libérer 4 électrons. Donc ces électrons vont arriver sur la deuxième électrode de platine, et là va avoir la réduction, c'est-à-dire qu'ils vont réagir avec les ions H+ dans l'eau pour former cette fois-ci le dihydrogène. Vous voyez volontairement là, comme il était produit 4 électrons, j'aurais pu écrire 2H+, plus 2 électrons égale H2, j'ai écrit 4H+, plus 4 électrons égale 2H2, pour montrer que pour une mole de dioxygène produite, on
va ici produire 2 moles d'hydrogène. Donc ici la représentation, vous voyez, au niveau de ces tubes à essai, là on va récolter le dioxygène produit, et là le dihydrogène, et vous voyez que son volume est 2 fois plus grand que celui de l'oxygène. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction, et qui était la suivante. Que se passe-t-il lorsque l'on charge son smartphone? Lorsqu'on utilise son smartphone, la batterie va être le lieu d'une réaction d'oxydoréduction spontanée qui va faire circuler un courant électrique et permettre ainsi au smartphone de fonctionner. On dit que la batterie fonctionne en mode pile. Ensuite, lorsque justement cette batterie va être déchargée, on va brancher le smartphone sur le secteur, ce qui va imposer la circulation d'un courant électrique qui va forcer la réaction inverse dans la batterie et ainsi permettre de recharger la batterie. À ce moment-là, on dit que la batterie fonctionne en mode électrolyseur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons. Je travaille en noir et blanc, moi, ici. Je suis obligé d'appuyer les couleurs. Sinon, ça va rendre fat. Tu vois, ça, tu ne sais pas parce que tu connais pas ça.